Alors, je voudrais du coup redonner maintenant la parole aux différents participants. Hadji Hani, vous pouvez écrire si vous avez un commentaire. Donc, sur les différentes questions, je vais d'abord donner la parole à Monsieur Hamed Dali du ministère de l'ONAGRI, pardon, pour répondre aux 3 questions qui ont été posées du coup par l'assistance. Si vous voulez réagir ou commenter là-dessus. Et après, on va faire un tour de table pour toutes les personnes. J'attends de voir si Monsieur Oucha aussi et Monsieur Ngom sont connectés. Allez-y. D'accord, merci Madame Chiraz. Donc, effectivement, donc, il y a une volonté, une orientation pour les Tunisiens et pour la Tunisie de consommer une alimentation saine. Après le Covid, on comprend bien cette volonté de s'orienter vers ce type d'alimentation, surtout pour l'huile d'olive. Et on sait pour la Tunisie, notre consommation elle est très, très faible. La consommation par habitant, elle est de 4 litres, alors comparé par rapport à l'Espagne ou autre, où la consommation est de 12 litres à peu près. Donc, c'est très faible. Donc cette orientation, c'est très... elle est, donc, la population est très consciente de ça. Et pareil, donc la Tunisie n'a pas de problème de sécurité alimentaire, mais le principal problème, ce sont des problèmes de la qualité des aliments, l'utilisation des aliments, ce qui fait qu'il y a un problème d'obésité, surtout pour les jeunes, etc. Et donc là, c'est une orientation où tout le monde y travaille, que ce soit pour le ministère de l'Agriculture ou bien le ministère de la Santé. Donc, on travaille là-dessus. Et donc, il y a un intérêt vraiment de changer les habitudes alimentaires et ceci va permettre donc aussi de réduire les importations de céréales. Et donc, pour l'huile d'olive, il y a aussi, ça va limiter les importations donc, des huiles végétales et donc limiter les exportations de l'huile d'olive. Donc là, il y a vraiment aussi un débat là-dessus sur l'exportation de l'huile d'olive d'un côté et les importations des huiles végétales de l'autre, qui sont 3 fois moins chères. Ça, c'est pour les 2 questions relatives aux habitudes alimentaires. Pour la politique régionale, donc il y a les gouvernements au niveau de l'Union du Maghreb arabe, donc ils travaillent sur l'intégration régionale. Donc il y a des réunions périodiques sur ce sujet. Et pareil au niveau africain. Et comme j'ai dit au départ, il y a une volonté de la Tunisie et du gouvernement de booster cette intégration régionale, que ce soit à l'échelle Afrique du Nord ou à l'échelle africaine. Merci beaucoup. Parfait, merci. Monsieur Ngom, est-ce que vous êtes parmi nous? Bon, on va continuer. Oui, je suis. Ah, très bien. Alors, il y avait, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait une question pour vous spécifiquement et 2 autres questions où on aimerait avoir, et 3 autres questions où on aimerait avoir votre avis. Vous les aviez bien entendues? J'ai entendu la question sur les agropoles. Très bien. Alors, on va commencer par celle-là et après, je vous donne les 2 autres. Donc, c'est l'expérience des agropoles, s'est-elle traduite positivement sur l'intégration de la chaîne des valeurs? Oui, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est le cas parce que c'est des projets qui viennent d'être lancés. Le premier projet qui est l'Agropole Sud qui va démarrer donc en 2022. Donc, et les autres donc c'est le premier projet qui est expérimenté. C'est des projets qui sont inscrits dans le plan Sénégal émergent, notamment le second plan d'ajustement, donc plan d'action prioritaire. Mais en réalité, de quoi s'agit-il? Le Sénégal donc a réparti, donc a divisé le territoire en zones écologiques, agroécologiques. Donc, si vous prenez par exemple le cas de l'Agropole Sud, qui est la région de Casamance, les régions sud, donc, qui sont des régions pluvieuses. Donc, cette zone-là est dédiée à une agropole qui servira à la transformation des produits, notamment fruitières. Donc, parce que c'est une zone qui produit beaucoup de mangues, beaucoup de fruits.
Donc, et l'État va mettre quoi? L'État va mettre en place toutes les infrastructures, donc les pistes de production, les terres, va aménager les terres, va mettre en place donc tout ce qui est l'accompagnement nécessaire, les crédits, donc tout ce qui est nécessaire donc aux exploitants pour venir exploiter. Donc, de façon globale, donc cet agropole va impacter 49 000, va créer 49 000 emplois, donc 14 500 emplois directs et 35 000 emplois directs et indirects, et va impacter 65 000 ménages, dont 60% de jeunes et 50% de femmes. Donc, c'est la même chose qui est faite également au niveau du centre, qui est une zone donc, de production arachidière, donc une zone soudano-sahélienne. Donc, et la zone nord, qui est la zone donc, de production maraîchère, donc, va aussi donc, permettre la transformation donc, des produits de maraîchage, notamment donc, les produits agricoles qui étaient destinés à l'exportation. Voilà donc l'expérience que le Sénégal veut mettre en place à travers les agropoles. Et c'est l'agropole sud qui est l'agropole pilote, donc, qui va démarrer effectivement à partir de 2022. Parfait. Alors, les deux questions où on aimerait bien avoir aussi votre avis, après je donnerai la parole à M. Boucha sur les mêmes questions également, c'est, première chose, ne serait-il pas plus pertinent d'adapter les habitudes alimentaires au potentiel agricole local plutôt que de développer une production à des habitudes alimentaires importées, Et deuxième, à l'image de l'Union européenne, pensez-vous que les États de l'Union africaine arriveront à une politique agricole commune et arriveront à se libérer des liens de dépendance? Oui, par rapport à la première question, je pense que c'est une question pertinente, mais je pense qu'il faut y aller doucement parce que les habitudes alimentaires sont difficiles à changer. Donc, elles sont ancrées donc, chez les populations et je pense que c'est progressivement donc, que ces habitudes-là vont être changées. En tout cas, pour ce qui concerne le Sénégal, il y a des programmes donc, pour développer donc, les productions céréalières et les transformer sur place. Et si vous allez dans les supermarchés au niveau du Sénégal, vous commencez à voir donc, ces produits céréaliers qui commencent à être transformés et donc à être commercialisés donc, au niveau donc, des supermarchés. Et à ce niveau-là, je pense que la question du label donc, dont a parlé donc, un présentateur là, est une question très importante parce que c'est des produits qui nous appartiennent, qui proviennent donc de nos terres et qui sont facilement donc, commercialisables. Je pense que ça, c'est une expérience, en tout cas au niveau du Sénégal, on est là-dessus, mais les habitudes alimentaires sont très difficiles donc à changer. Ça, je voulais préciser cela. Par rapport maintenant à la politique agricole donc au niveau de l'Union africaine, je pense que pour aller plus vite au niveau de la politique agricole, il faut commencer par les organisations sous-régionales. Parce que ces organisations sous-régionales, à mon avis, donc si vous prenez le cas de la CEDEAO, qui a une politique agricole commune, donc, qui est mise en œuvre donc, depuis plusieurs années. Et j'ai entendu dans l'intervention du professeur Bertolo donc, parler donc, de problèmes donc, de la vulnérabilité donc, des populations face donc, aux crises. Au niveau de la CEDEAO, donc, je vais vous donner quelques exemples assez pertinents qui sont mis en œuvre. Vous avez par exemple une réserve donc, alimentaire donc, régionale qui est mise en place au niveau de la CEDEAO. Cette réserve alimentaire sert à quoi? En cas d'insuffisance de la production agricole dans quelques pays que ce soit, les pays donc, qui ont des excédents donc, vont contribuer donc, à cette réserve-là et qui va servir maintenant donc, à absorber donc, les déficits donc, enregistrés dans d'autres pays. Donc, et au fur et à mesure donc, que les pays donc, vont reconstituer donc, leur stock, ils vont rembourser donc, ces produits alimentaires-là qui étaient mis à leur disposition par la réserve donc, pour venir en aide à leur population vulnérable. Ça, c'est des exemples précis en matière d'agriculture. Il y a également donc, le soutien que la CEDEAO fait aux États pour la constitution de stocks au niveau donc, des villages, dans les zones villageoises, donc, pour permettre à ce que les productions donc, ne se perdent pas, parce que donc, il y a des problèmes de stockage qui se posent, donc de conservation des productions agricoles. Et la CEDEAO est en train de mettre en place donc, des politiques d'appui aux États membres donc, pour mettre en place donc, des unités de stockage donc, de ces productions agricoles. Je peux également parler donc, de ce qu'on appelle donc, la réserve donc, alimentaire régionale. Donc, c'est un programme donc, doté de 2 millions de dollars pour le moment au niveau de la CEDEAO. Ce n'est pas encore suffisant, mais donc, c'est un début qui permet donc, d'appuyer donc, les organisations paysannes et les coopératives donc, à développer, donc, à se former d'abord donc, et à développer donc, les petites unités de valeur. Voilà, donc, à mon avis, il faut commencer par les organisations sous-régionales et ensuite, donc, ce sera beaucoup plus facile donc, pour harmoniser à l'échelle continentale. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gob.
Monsieur Boucha, du ministère du Commerce de l'Algérie, voulait réagir. Bonsoir, madame. Je suis navré parce que c'est des questions purement qui relèvent du volet agricole. Si c'est possible, On a monsieur Zitouni qui va répondre également du point de vue. Sinon les représentants du ministère de l'Agriculture, s'ils sont présents. D'accord, si on les voit, je ne les vois pas, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Professeur Berthelot, est-ce que vous avez un commentaire sur ces questions-là qui ont été posées? Oui, j'ai de nombreux commentaires très importants. Succinctement, oui, pas d'accord. Alors, trop la long, première mais... chose, c'est que je ne comprends pas comment se fait-il que les intervenants n'ont pas souligné que les habitudes alimentaires qui ont été changées, les difficultés des paysans africains tiennent avant tout au dumping massif des exportations agricoles et alimentaires de l'Union européenne. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et il faudrait se révolter, de mon point de vue, contre notamment la position des accords de partenariat économique, qui non seulement ne vous permettent pas d'augmenter vos droits à l'importation, mais qui en plus vous obligent à réduire de 80% les droits de douane que vous perceviez jusqu'alors sur les produits émanant donc de l'Union européenne. À la chose, donc ça c'est la première chose évidemment qu'il faut. Ça ne concerne pas évidemment que l'Afrique de l'Ouest, ça concerne aussi d'ailleurs l'Afrique du Nord. Hein, l'Afrique du Nord, alors je dirais que aussi bien d'ailleurs l'Algérie que la Tunisie et que le Maroc. Hein, il y a donc ces subventions. À peu près 65 € par tonne de céréales exportées hein, et reçues. Donc, le problème majeur, c'est que l'Union européenne dément qu'elle exporte quoi que ce soit parce qu'elle notifie dans la boîte verte de l'OMC ces subventions soi-disant découplées. Bon, oubliant qu'à 4 reprises, l'organe d'appel de l'OMC, mais ce n'est pas bien connu, a jugé que les subventions internes aux produits exportés sont assimilables à des subventions à l'exportation, y compris lorsqu'elles sont découplées. Et donc là, il faudrait vraiment, disons que la première chose, si on veut faire l'agriculture au niveau continental, et déjà même pouvoir le conforter au niveau, disons, des communautés économiques régionales, il faut absolument arrêter le dumping massif, se révolter contre. Alors, je signale au passage d'ailleurs que le Sénégal n'a pas été attaqué pour le fait d'avoir d'avoir banni les importations de poulet, de même que la Côte d'Ivoire non plus a aussi mis un droit de douane de 1000 francs CFA par kilo de poulet importé, de même que le Cameroun. Mais il n'y a que le Ghana, finalement, qui est le pauvre, qui importe près de plus de 200 000 tonnes de viande de volaille de l'Union européenne, qui, lui, ne sait pas que les autres ont mis des droits que bizarrement, l'Union européenne ne conteste pas. Elle ne s'est pas révoltée contre ça. Et donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est ne pas être plus royaliste que le roi et mettre des droits à l'importation efficaces pour que la population, pour que les agriculteurs puissent puissent s'engager dans l'agriculture. Hein, bon, alors sur les subventions à la consommation, bon, je dirais quand même que le programme, disons de stock régional, disons de l'Afrique de l'Ouest est ridicule par son faible montant. Il n'est pas capable de se substituer donc à des. En tout cas, il ne pourra pas jouer si on augmente fortement les prix agricoles qui sont nécessaires pour que les agriculteurs puissent investir dans l'agriculture. Et il ne pourra pas faire face à la hausse des prix alimentaires. Donc, il faut absolument mettre en place d'autres choses. Et je dirais qu'il faut donc les lois favorisent l'importation, évidemment. Les lois des États ne font rien pour mettre en place, enfin, je ne dirais pas qu'ils ne font rien. Certains le font, comme le Maroc, par exemple, qui, lorsque la récolte de céréales a été bonne, émet des droits de douane qui vont jusqu'à 135% ad valorem. Alors que l'Afrique de l'Est, elle a 0 droit de douane sur le blé. Donc, il va falloir, donc, l'harmonisation des droits de douane va poser de sérieux problèmes. Donc, j'en profite pour saluer, disons, j'ai été extrêmement satisfait donc, par les interventions. Je ne les vois plus apparaître sur le chose, mais plusieurs, donc, monsieur, comment dirais-je, alors, bon, j'ai perdu le nom là, mais donc, il y a des, donc, la personne, donc, aussi bien d'Algérie
enfin, 2 personnes d'Algérie donc, qui ont dit des choses extrêmement intéressantes sur le fait effectivement qu'il faut absolument donc protéger l'agriculture africaine. L'Union européenne, et ça n'est pas connu, a des droits de douane bien plus élevés sur ces produits alimentaires de base que sont les céréales, disons, les céréales, les produits laitiers, les viandes, le sucre. Et donc, sur tous ces produits essentiels de base, l'Union européenne et les États-Unis ne céderont jamais. Alors, ils ont trouvé l'astuce pour l'instant des aides découplées dans l'Union européenne, mais j'espère qu'il y aura des poursuites aussi pour se prévaloir justement disons des jugements de l'organe d'appel de l'OMC qui, à 4 reprises, a déclaré que même les aides découplées participent du dumping. Mais ça n'est pas connu, malheureusement. Merci beaucoup, M. Berthelot. Alors, j'ai donné la parole à M. Zitouni pour réagir aux questions. Oui, c'était M. Zitouni que je voulais citer vraiment, que je voulais féliciter énormément, quoi. Comme M. Bouchentouf. Bouchentouf. D'accord. Alors, je voudrais en particulier réagir à une question, celle sur la politique agricole commune africaine. On voit bien, et depuis tout à l'heure on en discute, mettre en place une zone de libre-échange présente des défis immenses. Un, parce que les nations africaines prises individuellement sont faibles et leurs États ont beaucoup de difficultés à mettre en place des politiques publiques qui soient des politiques publiques intégratrices. Et deuxièmement, parce que les pressions qui sont exercées par la mondialisation empêchent, bien entendu, le développement de politiques alternatives qui placent l'agriculteur et le consommateur africain au centre des préoccupations et non pas des producteurs internationaux. Mais en plus de ces difficultés-là, une politique agricole commune aurait pour effet de mettre en commun les terres fertiles en Afrique. Toutes les terres ne sont pas fertiles en Afrique. Et de façon sous-jacente, l'eau. Car en réalité, il ne peut pas y avoir de politique agricole commune si on ne se base pas sur une sorte de mise en commun de l'eau qui est produite, qui est générée pour produire cette agriculture. Et les États, et je les comprends parfaitement, qui auraient des richesses en eau importantes, seraient très réticents à mettre en place une politique agricole commune, alors qu'ils auraient des potentiels en eau et en terre que les autres n'ont pas. Nous sommes dans une situation très différente de l'Europe. L'Europe est un continent à tempérer, où il y a de l'eau en abondance, où il y a de l'eau répartie de manière généralement bien répartie sur toute l'Europe. Il n'y a pas ces distorsions que nous avons en Afrique, où il y a des États ou des pays qui ont beaucoup d'eau et beaucoup de terre, et d'autres qui n'ont pas d'eau du tout et pas de terres agricoles riches. Et donc là, vous voyez bien que pour mettre en place une politique agricole commune, ça relève de la quadrature du cercle. Il n'y a qu'à voir les polémiques qu'il y a eu entre l'Égypte et l'Éthiopie en ce qui concerne ce fameux barrage. Ça, c'est juste un barrage. Alors, je ne vous parle pas du reste. Donc, je crois que, comme le disait l'intervention du ministère sénégalais, il faut aller dans des approches pragmatiques, pratiques, qui peuvent paraître modestes, mais qui bâtissent, qui fondent un exemple, qui fondent une politique. Il faut d'abord avoir des politiques de voisinage communes. Nous avons nos amis tunisiens, nos amis marocains, nos amis mauritaniens, les pays du Sahel qui nous entourent, et nos amis libyens. C'est avec ces frères-là qu'il faut petit à petit bâtir des politiques communes, d'abord à l'échelon de nos voisins et à l'échelon régional, et chaque pays africain à l'échelon de ses voisins, pour peut-être éventuellement passer à des étapes supérieures.
Mais une politique agricole commune me semble un objectif, franchement, qui relève aujourd'hui de la science-fiction. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, est-ce que M. Baïs ou M. Bouchentou veulent commenter? Et après, comme ça, on fera la clôture. Alors, M. Bouchentou, votre micro, il est pas allumé. Alors moi, ce que je voulais, c'est-à-dire, c'est surtout la question que je me pose, que je me suis toujours posée. Bon, c'est même pas une question, c'est quelque chose de... C'est-à-dire l'Afrique, elle importe, c'est-à-dire, je vais dire, des produits agricoles, de la nourriture, hein, parce que quand on est sur le terrain, comme l'a dit M. Zitouni, on discute avec les agricultrices et les agriculteurs. Quand vous leur dites que ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire c'est de la nourriture, nous sommes en train donc d'amender les sols avec de la matière organique. On va nourrir le sol, on va donner de l'énergie au sol pour que ce sol va nous donner de la nourriture. Donc on nourrit le sol et après le sol à son tour, il va donner de la nourriture. Il va nous donner une nourriture qui est saine et propre. Et voilà. Donc l'Afrique, elle importe la nourriture qu'elle devait produire elle-même. Elle produit, certes, mais alors là, ce que j'ai noté, c'est que, si vous permettez, c'est que donc, des produits sont importés en masse sur le marché africain, que ce soit des produits issus de la pêche, je veux dire les épices, les légumes, la viande, la volaille, à partir d'un grand nombre de pays, je veux dire du monde, l'Amérique du Sud, l'Europe, la Chine, et les pays africains, donc là, moi, comment je vois d'après, c'est-à-dire, ils doivent voir ensemble comment mener une politique volontariste, je vais dire, et ambitieuse d'autosuffisance alimentaire, comme il a été déjà souligné par tous les panélistes, par région, se regrouper par région. Et si vous permettez, là aussi, j'avais noté que les marchés agricoles sont en pleine expansion dans le monde. L'Afrique ne doit pas rester ou bien être en marge en continuant de consommer les excédents des produits agricoles qui proviennent d'autres pays. Donc là, c'était pour le premier point. Et si vous permettez, pour ce qui est du premier, voilà, le premier qui consistait donc aux habitudes alimentaires, moi, ce que j'ai noté, c'est que la carence qui existe au niveau pratique sur le terrain, il y a des habitudes alimentaires, certes. Les agriculteurs produisent leurs légumes. Quand vous allez au niveau de l'agriculture familiale, il y a toute une diversité de cultures à petite échelle sur quelques mètres carrés, en fonction bien sûr de l'eau, en fonction du savoir-faire, en fonction de pas mal je vais dire, de paramètres. Et il y a un attachement culturel. Il y a un attachement culturel avant qu'on parle d'économie pour l'agriculture familiale. Et la carence que j'ai vécue dans les différents pays où je suis parti, c'est au niveau de la technicité. C'est au niveau de la technicité, au niveau de l'accompagnement, je vais dire, technique, l'encadrement, la vulgarisation, la formation, le transfert de technologie. Et il y a des modèles agroécologiques qui économisent le sol. Au lieu de travailler 1000 mètres carrés, je travaille 3 planches de 60 mètres carrés et je vais obtenir la production comme si je travaille, c'est-à-dire une surface de 1000 mètres carrés. Ça, c'est un exemple. Et donc, il y a donc des solutions innovantes, des modèles où on économise l'eau, on économise le sol, on économise l'énergie, on économise les différents intrants, on réduit la pénibilité, on améliore la productivité des sols, les rendements. Alors qu'actuellement, j'ai noté là, si vous permettez, vite, où est-ce qu'il est mon petit ? Vite. C'est-à-dire, il y a en Afrique, là, c'est-à-dire au niveau de la superficie, voilà, sur les 54 pays, il y a 874 millions d'hectares je vais dire, de superficie de terre cultivable. Sur les 874 millions, il n'y a que 30% qui sont cultivés avec des rendements faibles.
Même si on prend les cultures de rente, le cacao, en Côte d'Ivoire, il y a un problème de vieillissement. Il y a beaucoup de maladies. Moi, j'ai été contacté de la Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire sur Paris, pour ce problème. Le vieillissement, il y a le vieillissement. Et il y a les maladies, il y a des ravageurs. Voilà, donc ce que je voulais dire, merci. Merci beaucoup, M. Bouchentouf. En tout cas, je voudrais vous remercier tous avant de donner la parole à Dr Benseman, mais je pense que s'il y avait 3 points, Baïs veut dire quelque chose succinctement. Vas-y. Micro. Oui, je voulais moi aussi répondre un peu brièvement sur les 3 questions, notamment sur la première et la troisième. Sur les habitudes alimentaires, oui, je pense que quelque part on y travaille, en tout cas en Algérie, il y a un engouement pour revenir un peu aux anciennes habitudes alimentaires, comme on revient un petit peu à notre histoire, à notre culture. Tout cela est le fruit effectivement du dumping qu'a signalé le professeur Berthelot, mais c'est aussi le produit de la colonisation. La baguette parisienne, on ne connaissait pas. Nous, on était plus un pays de blé dur, de galettes que de baguettes parisiennes. Or, au jour d'aujourd'hui, moi, je dis toujours que c'est la double peine, parce qu'on consomme à volonté de la baguette parisienne avec des droits de douane à 0%, et à côté, on a 25% d'obésité, des maladies cardiovasculaires, etc. etc. Donc, c'est vraiment la double peine. On peut y aller, mais très, très progressivement. En tout cas, on voit, y compris à Alger, un engouement à revenir un petit peu sur les anciens produits, la cuisine ancestrale, etc. etc. Sur la PAC, là, j'ai du mal à me prononcer parce que, bon, politique agricole commune, on vient juste de démarrer. Bon, c'est un travail de très longue haleine. C'est pas demain la veille, comme on dit. Sur les agropoles, oui, moi j'y crois, les agropoles, parce que ça permet de transformer sur place des productions souvent consommées soit en frais, soit exportées et transformées dans les pays du Nord et qui reviennent 10 fois plus cher. D'ailleurs, la Banque africaine a lancé, ça fait 2 ou 3 ans, ce qu'elle appelle les zones de transformation agricole. Ça peut être important. Le ministère de l'Agriculture en Algérie parle aussi de lancer un programme sur les agropoles pour essayer de transformer sur place, de connecter déjà, parce qu'en Algérie, on a une industrie agroalimentaire extravertie, donc de connecter l'amont agricole et l'aval agroalimentaire, de capter de la valeur ajoutée, de créer de l'emploi en milieu rural. Donc, il y a beaucoup d'externalités positives en ce qui concerne les agropoles. Ouf, j'ai terminé. Merci beaucoup, Idir. Mais je pense s'il y a bien un point commun à tous, et je donnerai après la parole au docteur Benseman pour les conclusions avant de clôturer complètement le webinaire. Mais je pense que c'était assez important, si je devais prendre 3 mots-clés, c'est première chose, vraiment se recentraliser sur les expériences que l'on a sur le terrain, les expériences, mais aussi les réelles potentialités. La deuxième chose, c'est, mis à part les expériences terrain, c'est les expériences des intégrations régionales et de commencer au point de vue national, régional, pour après réfléchir à la ZLECAf. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se faire en parallèle, mais il faut d'abord y aller étape par étape et vraiment de... Exactement. Donc, je vais donner la parole au docteur Benseman pour les pour les conclusions. Il attend. Et puis, je clôturerai le webinaire pour aujourd'hui. Merci, Shiraz. Merci de cette modération de ce webinaire Afrique qu'on fait avec vous, avec Future World. Et c'est toujours un plaisir d'être ensemble dans ces cas-là. En conclusion, c'est-à-dire, je dois remercier bien sûr tous les intervenants, les auditeurs et aussi tous ceux qui ont suivi le webinaire sur les réseaux sociaux. Shiraz nous dira les chiffres, c'est quand même assez important. Le groupe de réflexion Fila Haïnov s'installera toujours à ces rencontres par visioconférence, webinaire de la série africaine concernant la ZLECAf. Et notre prochain webinaire va être au mois de mars d'ailleurs, qui sera sur la digitalisation et le lancement du 2e concours des startups dans le secteur agricole avec notre incubateur qui s'appelle Fila Haïnov.
Pour notre pays, l'Algérie, l'intégration économique dans le continent est un choix stratégique, c'est répété, et qui passe impérativement par le commerce intra-africain. En effet, l'investissement et le commerce demeurent des éléments clés pour soutenir une bonne croissance et un développement économique durable. Le commerce intra-africain de produits agricoles et agroalimentaires sera sans aucun doute générateur d'un label, comme on avait parlé, label Made in Africa, et que les échanges intra-africains seront une opportunité pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique. Je vous invite donc à participer pleinement aux événements qui seront organisés par notre groupe. Déjà, nous avons 2 dates importantes, c'est le 26 et le 27 mai prochain, avec Africa AgroFood, un salon virtuel de l'agriculture et de l'agroalimentaire, avec visioconférences, ateliers, mise en relation d'affaires, etc. Et aussi le salon CIBSA Filaha, salon international de l'agriculture et de l'élevage et de l'agroéquipement, tourné vers les pays de la ZLECAf et qui se tiendra du 11 au 14 octobre 2021 en présentiel, et j'espère au palais des expositions de la SAFEX à Alger, en souhaitant bien sûr que la situation sanitaire mondiale s'améliore et permettra la réalisation de nos objectifs. Voilà, je voudrais juste partager l'écran maintenant sur les... Alors, voilà. Voilà donc les 2 événements que l'on prévoit effectivement pour cette année en 2021. Un salon transversal des premières transformations en agro-industrie organisé par Filaha Innov et son département Digital Events. La ZLECAf pour la mise en œuvre effective des échanges intra-africains, et pourquoi pas, puisque c'est dans ces cadres-là qu'on peut mettre en relation d'affaires avec les webinaires et les premières, disons, les forums et les rencontres B2B. Ça, c'est effectivement, on le fait parce que dans la série des webinaires qu'on est en train de faire et les webinaires tournés vers l'Afrique, c'est une occasion de pouvoir faire un événement de cette importance. Puis il y a aussi la 20e édition du salon CIBSA, Filaha et AgroFood. CIBSA, pourquoi c'est du 11 au 14 octobre 2021. Bien sûr, il a son date, il devait se tenir en octobre 2020, malheureusement, avec cette situation du pandémie, tous les événements ont été reportés et le nôtre également. Et bon, cet événement s'appuie justement sur l'accord de la ZLECAf, c'est-à-dire c'est un événement qui est tourné vers les pays africains et justement l'occasion de ces webinaires de se rapprocher et d'essayer de trouver des partenaires, la mise en relation, des contacts dans ces différents événements. Et c'est pour cela que je vous invite effectivement à participer pleinement à ces événements. Et bien sûr, à tous les prochains webinaires que Shiraz organise, mais elle organise dans le secteur autre que l'agriculture. Avec l'agriculture et l'agro-industrie, ça sera toujours avec la Fondation Filaha. Et je vous remercie et je remercie à tout le monde d'avoir participé pleinement à ce webinaire. Et je passe la parole à Shiraz pour la dernière conclusion. Parfait, ben, merci beaucoup. Je voudrais remercier vraiment tous les participants, Francesco Napolitano, professeur Berthelot, pour d'être restés avec nous, mais aussi Monsieur Boucha, Monsieur Ngomé, Monsieur Dali, et bien sûr les membres de la Fondation Filaha, Monsieur Zitouni, Monsieur Bouchentouf et Dr Benseman. Je suis ravie d'avoir pu organiser ce webinaire africain sur l'agriculture avec la Fondation Filaha. On vous transmettra bien sûr les prochains webinaires et le lien du site de la Fondation pour que vous puissiez savoir un peu plus les prochains webinaires africains sur l'agriculture. Et puis, comme a mentionné Dr Benseman, effectivement, nous avons des webinaires sur l'économie ou sur la santé qui ont lieu tous les mois. Je vous enverrai également le lien pour s'il y a personnes qui sont intéressées. En tout cas, merci pour vos interactions. Merci pour votre temps. On vous enverra également alors, on a les messages aussi dans le chat des participants qui nous remercient
pour l'initiative. À très, très bientôt. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. Passez une bonne journée et je clôture la séance d'aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.